à tous, je suis Franck Varret, je suis cadre de santé hygiéniste au CPIAS Île-de-France et pour ce webinaire consacré au signalement des cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastro-entérite aiguë en ESMS, je suis accompagné de Valérie Kermelin, donc je laisse se présenter. Je crois que voilà, il me semblait avoir fait une bêtise, mais non, c'est bon. Tu m'entends, Franck? C'est bon, je t'entends. Oui. Parfait. Donc bonjour à tous. Donc je suis Valérie Carmelin, je suis infirmière de veille au département veille, alerte et gestion sanitaire de l'ARS. Voilà. Et donc là, je vais vous présenter les signalements de cas groupés d'infections respiratoires aiguës et de gastroentérite en établissements médico-sociaux. Donc, je vous ai prévu un petit sommaire. Alors, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est beaucoup de choses que vous connaissez déjà. C'est juste pour refaire des petits points d'actualité et de vous remémorer certaines choses pour le signalement. Je vais pas voilà. Donc sur les généralités, les gastroentérites, donc elles constituent avec les infections respiratoires aiguës les principales pathologies d'épidémie en établissements médico-sociaux. D'ailleurs, comme je pense que nous allons rentrer dans la saison qui va être tout à fait propice à ces pathologies. Les gastroentérites, donc en fait, elles peuvent toucher un grand nombre de personnes et en très peu de temps. Et évidemment, elle cause des déshydratations sévères. C'est pour ça que parfois il y a des hospitalisations. On retrouve principalement des origines virales, donc comme le norovirus, rotavirus, adénovirus. Mais il y a aussi des infections qui sont d'ordre bactérienne, comme les salmonelles principalement, et le Clostridium perfringens et le Bacillus cereus qu'on retrouve le plus souvent, qui est mis en cause là en revanche dans les toxi-infections alimentaires collectives. Je fais juste un petit point sur les infections à Clostridium difficile, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui, en tout cas qui comportent, elles, des mesures qui sont bien spécifiques. Et puis les IRA qui regroupent principalement la grippe, la Covid-19, la bronchite, la pneumonie, et notamment en termes de pneumonie, ce qu'on retrouve principalement, c'est la légionellose, qu'on n'abordera pas là non plus aujourd'hui. C'est une mesure un peu spécifique puisque pour la détection, on est plutôt sur un antigène urinaire. Donc là, je vous ai remis la définition d'un cas d'infection respiratoire aiguë. Donc, c'est toute personne chez qui a été constatée la survenue récente d'au moins un signe général évocateur d'infection et d'au moins un signe fonctionnel ou physique d'atteinte respiratoire basse ou d'une infection respiratoire biologiquement confirmée. Donc, vous avez d'un côté sur le tableau les symptômes généraux, donc on retrouve fièvre, frisson, sueur, arthralgie, myalgie, céphalée, fatigue, et les symptômes respiratoires qui sont mal de gorge, le rhume, ce qu'on va appeler le rhume, la toux, dyspnée, sifflement, voilà. Donc, il faut qu'on retrouve au moins ces signes de chaque côté. Ce qui est beaucoup plus compliqué, en fait, aussi chez les personnes, alors là, je vais parler de personnes âgées, du sujet âgé, c'est qu'on ne retrouve pas toujours, en fait, les signes ne sont pas toujours très francs. Donc, c'est d'où une complexité supplémentaire. Là, je vous ai mis la définition d'un cas de gastro-entérite aiguë. Donc, c'est une définition qui est de l'OMS. Donc, c'est une émission de plus de 2 sels molles à liquide par jour depuis moins de 14 jours. Elle peut être accompagnée d'autres signes comme la fièvre, les douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, anorexie, asthénie, céphalée. Donc, voilà. Les diarrhées qui sont chroniques, elles qui ont une durée supérieure à 14 jours et les fausses diarrhées sur fécalome ne rentrent pas en fait dans le dispositif de signalement de GEA.
Dans le cadre de la surveillance des gastro-entérites aigus, il y a une notion un peu plus compliquée en fait pour un diagnostic différentiel, c'est que souvent il y a une difficulté entre la gastro-entérite aiguë et la toxi-infection alimentaire collective. En fait, ça doit se poser à chaque fois que vous avez plusieurs cas en fait de diarrhée dans les structures. Et donc pour nous, la principale chose, mais même pour vous, hein, quand vous allez la remplir, c'est la courbe épidémique qui, elle, en fait, est essentielle pour que nous, on puisse qualifier le signal, si on part sur une GEA ou si on part sur une toxi-infection alimentaire collective. Donc là, je vous ai remis la définition de la toxi-infection alimentaire collective, qui est une maladie à déclaration obligatoire en France depuis 1987. La définition, elle est définie comme l'apparition de moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. Donc, comme vous l'avez compris, c'est là où c'est plus compliqué, puisqu'on n'arrive pas toujours à différencier la gastro-entérite aiguë et de la toxi-infection alimentaire collective. Alors, sachant que les TIAC d'origine virale peuvent elles aussi évoluer vers une gastro-entérite aiguë par transmission croisée et manuportée. L'identification, en fait, pour nous, elle est importante de la toxi-infection alimentaire collective dans la mesure où on fait intervenir d'autres partenaires, qui est la DDPP. Donc, voilà, et on vous demande, quand c'est comme ça ou dès le début d'une GEA sur laquelle on n'est pas certaine, de bien conserver les plats témoins en cas de nécessité à ce que la DDPP puisse intervenir pour récupérer les plats témoins. Euh, et donc, en fait, ça fait partie d'un CERFA. Comme je vous ai dit, les TIAC sont à déclaration obligatoire, donc il faut le signaler à l'aide d'un CERFA. Un point rapide sur le Clostridium difficile, comme je vous l'ai dit, hein, qui nécessite d'autres mesures. La complexité aussi du Clostridium difficile quand il y a un cas, comme ça, il y a une persistance dans l'environnement, on est beaucoup plus attentif en fait aux mesures qu'on doit mettre en place. Là, je vous ai mis des critères d'orientation un peu différentiels pour vous aider en fait entre une GEA ou une déclaration de GEA ou une déclaration de toxi-infection alimentaire collectif, avec notamment donc les agents pathogènes que l'on peut retrouver soit sur une GEA, soit sur une TIAC. Mais comme je vous l'ai précisé dans les slides en amont, on peut retrouver des TIAC d'origine bactérienne, mais des TIAC aussi d'origine virale. Il y a les courbes en fait ont un profil qui sont un peu différents puisqu'il y a une diffusion dans le temps sur une courbe de gastro-entérite aiguë, alors que sur une courbe de toxi-infection alimentaire, on voit en fait que le nombre de cas augmente très très rapidement pour redescendre en fait de façon rapide également. Ça monte mais ça descend de façon très rapide. Donc en fait, en fonction des courbes, c'est là où on pourra identifier peut-être plus facilement le cas de gastroentérite ou le cas de toxi-infection alimentaire collective. On calcule aussi les taux d'attaque, ça on le reverra un petit peu après, puisque en fait aujourd'hui vous avez des courbes épidémiques qui ont été mises en place et pour lesquelles le taux d'attaque se calcule directement. Donc la transmission, évidemment, elle est interhumaine, hein, soit par contagion, soit par l'alimentation, en fait, qui peut être le véhicule et qui peut véhiculer et ensuite qui peut rendre les gens malades, parce que c'est une transmission aussi interhumaine a posteriori. Sur les signes cliniques de la GEA, on va retrouver des vomissements en général qui sont supérieurs à 50% avec des diarrhées avec ou sans fièvre. Pareil pour les signes cliniques d'une TIAC, on retrouve quasiment les mêmes, euh, les mêmes signes cliniques. Pour les personnes malades, donc en fait sur la GEA, c'est résidents, patients et les membres du personnel.
Pour la TIAC, on pourra différencier parce que là, c'est principalement les patients, plus ou moins les personnels en fonction de s'ils partagent les mêmes repas, s'ils ont consommé les mêmes repas. Donc en fait, ça, c'est aussi des indications importantes dans la notion de GEA et de toxi-infection alimentaire collective. Les recherches étiologiques aussi qui sont importantes puisque bien évidemment dès le début de faire des TROD. Donc en fait pour les IRA c'est 3 cas dans les 48 heures suivant le début des signes. Et donc ça, évidemment, ça a son importance parce que vous allez, même si les mesures de prévention qui doivent être mises en place sont les mêmes pour la grippe ou la Covid, ça a quand même son importance, et là, d'un point de vue épidémiologique. Pour les GEA et la TIAC, c'est pareil, il faut réaliser là pour le coup des coprocultures. Alors c'est vrai que la coproculture standard, en fait, on va rechercher plutôt de la bactérie, mais il faut savoir aussi que souvent on vous demande en cas de GEA de transmettre au Centre national de référence des coprocultures pour qu'il y ait une analyse pour vérifier s'il n'y a pas du norovirus justement dedans. Et on vous met souvent à côté un protocole d'envoi de ces coprocultures au CNR, donc qui peut être fait soit par le laboratoire, soit par la structure même, à partir du moment où elle a le matériel pour pouvoir le faire. Là, je vous ai mis les critères de signalement, en fait, hein, pour déclarer à l'ARS. Donc, pour les cas d'IRA, c'est au moins 3 cas dans un délai de 4 jours. Pour la GEA, c'est 5 cas dans un délai de 4 jours également pour les personnes qui sont résidentes. Et la TIAC, c'est survenu d'au moins, pardon, c'est la survenue d'au moins 2 cas avec une symptomatologie gastro-intestinale qui peut se rapporter à une cause alimentaire. Donc tout ça pour signaler, donc il y a un dispositif de signalement. Donc là, c'est principalement je vous ai mis le site de l'ARS. Parce que je vois les questions qui passent en même temps, donc ça me. Voilà, mais on y répondra, je pense, après. Donc, je vous ai mis le site de l'ARS où, en fait, vous pouvez déclarer directement une maladie infectieuse. Donc, je vous ai mis une slide qui reprend le mode de fonctionnement. En appuyant sur une maladie infectieuse, vous allez pouvoir dérouler. C'est des menus qui sont déroulants pour arriver donc à un cas de GEA dans un établissement médico-social ou Cadira dans un établissement médico-social via le portail des signalements. Donc, vous avez un accès direct via le portail de l'ARS. Donc, ils ont changé depuis peu leur interface. Et du coup, voilà comment ça se présente. Donc, vous allez arriver sur le portail des signalements. Donc, il faut juste cliquer sur signaler un événement indésirable. Je vous ai mis les slides suivantes. Euh, Avant, le bandeau était dans les tons jaunes. Donc voilà, depuis peu, ils l'ont changé. Que vous êtes, donc vous devez cliquer sur Je suis un professionnel de santé. Et là, donc, vous avez plusieurs onglets. Donc, j'ai fait deux petites flèches, mais qu'on voit peut-être pas très bien sur le fond noir. Vous pouvez donc soit cliquer sur une infection respiratoire aiguë, voilà, qui consiste à éditer le volet 1, soit un peu plus bas, pareil, cas de gastro-entérite aiguë, déclaration volet 1. On parlera du volet 2 après. Donc, en fait, il vous demande sur ce volet 1 un tas de renseignements. Il y a un numéro qui s'incrémente, donc, en fait, dès l'ouverture du document. Et vous allez remplir le document, voilà, au même titre qu'une feuille.
À savoir qui peut être bien, ce qui n'était pas jusqu'à maintenant, depuis juin 2025, en fait, on peut intégrer directement dans le volet 1 la courbe épidémique. Donc, en fait, on peut tout avoir en même temps. Sauf qu'il ne faut pas que vous oubliez d'intégrer cette courbe épidémique dans le volet 1 parce que vous ne pouvez plus revenir en arrière une fois que vous avez validé la déclaration. Et il n'est pas question de refaire un nouveau signalement. Donc, si vous ne l'avez pas transmise à travers le volet 1, c'est de l'envoyer dans un second temps. Voilà. Et on verra comment vous pouvez l'envoyer. Il faut savoir que les seuls formats qui sont pris, c'est donc en rouge. Le format Excel qui est proposé en fait pour faire les courbes épidémiques n'est pas pris en compte. Donc, comme je vous disais, donc le circuit du signalement, une fois que vous avez fait la déclaration, que vous avez validé à l'ARS, ça passe par le portail des signalements. Vous remplissez l'ensemble des items. Une fois que c'est validé, il se fait une interconnexion avec un outil informatique que nous utilisons, qui s'appelle le SIVSS, où souvent d'ailleurs, il y a quand on vous renvoie un mail d'information, vous avez ce premier numéro qui est intégré. Donc, pour nous aussi, c'est de pouvoir repérer le signalement. Cette interconnexion, elle se fait donc à travers cet outil et en fait, le point focal régional est informé qu'il y a une déclaration sur le portail des signalements. Donc, il vient les récupérer et il nous le transmet après. Donc, le point focal régional où la déclaration arrive renvoie normalement un accusé de réception à l'établissement. Ensuite, donc ça nous est transmis. C'est un mail qui est généré donc avec un numéro SIVSS, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il faut savoir que lorsqu'il y a une déclaration qui est faite, qui pourrait être faite en mode dégradé, pour X ou Y raison. Le signalement va être pris en compte, mais le PFR vous demandera systématiquement de faire la déclaration sur le portail du portail des signalements d'événements sanitaires. Là, je vous ai remis un petit peu le mode de circuit donc, de l'interface du déclaration du volet 1, comment ça bascule à l'ARS via le SIVSS. Et une fois que nous, on en a fait la lecture, en fait, Santé publique France a accès aux données, simplement aux données. À savoir que ça, c'est simplement pour les cas groupés d'infection respiratoire aiguë, puisque cette validation n'est pas tout à fait identique pour les cas de gastro-entérite. Euh, sur ce schéma-là, qui date de 2023, en fait, n'apparaît pas, il n'a pas été remis à jour, mais n'apparaît pas l'intégration justement de la courbe épidémique que l'on peut donc intégrer depuis peu à la déclaration du volet 1. Donc ça, c'est identique, hein, c'est juste pour le circuit du signalement. Là, pour le coup des gastro-entérites aiguës, il y a juste la déclaration du volet 1 et ça bascule à l'ARS. Voilà. Ce n'est pas lu par Santé publique France sur sur le principe des cas groupés de GEA. Donc, en fait, pour la gestion du signalement, une fois qu'on a reçu le signalement, il y a plusieurs types de modes de fonctionnement. Donc, aujourd'hui, tous les établissements médico-sociaux du secteur personnes âgées est suivi par une IMH.
Les structures médico-sociales du secteur PH, il n'y a pas des IMH qui suivent systématiquement, donc il n'y a pas de suivi IMH. Et puis, il y a une autre particularité, c'est quand c'est des établissements qui sont, des structures qui sont suivies par une EOH ou un cadre expert en hygiène, notamment, ça concerne plutôt les établissements du CASVP. Donc, quand c'est suivi par une IMH, en fait, on adresse un mail type à la structure en lui renvoyant notamment la courbe épidémique si vierge, si elle n'est pas remplie, une checklist concernant le mode de prévention des IRA et des GEA et le volet 1 qu'on renvoie également de façon à ce que la personne après puisse s'en appuyer pour les échanges, les futurs échanges. On met systématiquement donc l'IMH en copie et le CEPIAS. La délégation départementale peut être mise en copie en fonction de la situation, par rapport au nombre de cas, si la situation maîtrisée, pas maîtrisée, ou si voilà, il semble qu'il y ait quelques problématiques dans la structure. Donc en fait, on met la délégation départementale dans la boucle. Et c'est l'IMH qui va assurer le suivi du début jusqu'à la fin de la situation, donc du départ jusqu'à la clôture du signalement. Pour les établissements qui ne sont pas suivis par une IMH, c'est pareil, il y a un mail type qui est adressé. Ensuite, on met le CEPIAS en copie. Donc c'est toujours pareil, hein, les mêmes documents sont remis dans le mail type. C'est copié au CEPIAS et c'est toujours pareil. La DD est en fonction, elle est mise dans la boucle en fonction de la situation. Et là, c'est le CEPIAS qui va assurer le suivi de l'épisode infectieux, pareil, du début jusqu'à la fin. Et concernant la troisième partie, donc quand c'est suivi par une équipe opérationnelle d'hygiène, parce que la structure est rattachée à l'hôpital, ou en tout cas c'est le OH qui suit la structure, ou pour les établissements du CASVP, il y a là c'est pareil, c'est un mail type qui est envoyé avec les mêmes recommandations. Et là c'est pareil, c'est le OH ou la cadre expert qui suit la situation. Je vous ai refait un petit rappel sur les points de situation donc, qui sont dites maîtrisés ou qui sont non maîtrisés. Donc maîtrisés, évidemment, il n'y a pas de souci, où il y a très peu de cas. Et ça a été signalé en amont. Les mesures de prévention ont été mises en place. La recherche étiologique est en cours. Donc voilà, c'est une déclinaison et un signalement qui va être suivi. Voilà, et l'épidémie va être rapidement enrayée. Pour les situations qui sont non maîtrisées, donc pour le coup, notamment pour les cas d'infection respiratoire aiguë, euh, la situation où on doit être alerté et très très rapidement, c'est quand il y a 3 décès en moins de 8 jours, voilà, ou s'il y a 5 nouveaux cas sur une même journée. Il n'y a pas de diminution de l'incidence dans les semaines qui vont suivre les mises en place des mesures de prévention. Pour la GEA, c'est pareil, c'est que l'épisode se poursuit malgré les mesures de prévention mises en place, avec des caractères de gravité notamment, comme le décès ou le besoin d'hospitaliser les patients ou de les transférer dans les structures voilà, en gériatrie. Donc, dans ce cas-là, en fait, la fréquence des points sera beaucoup plus régulier et ça va être en lien avec l'IMH pour savoir si on augmente les points de situation à 2, voire 3 dans la semaine en fonction de la situation de l'établissement. Et ça jusqu'à la fin jusqu'à la clôture de l'épisode. La courbe épidémique, pour nous, elle est importante. Alors, pas que pour nous, hein, pour vous également, parce qu'elle va permettre de repérer les cas groupés,
de suivre en fait l'épidémie, de voir s'il y a des nouveaux cas au niveau des résidents et des professionnels, et ce de façon quotidienne, puisque la courbe doit être remplie de façon quotidienne. Elle va permettre aussi d'évaluer si les mesures de prévention mises en place sont efficaces et de différencier aussi la TIAC de la GEA. Pour ça, il y a le site Primo qui a mis en place des outils comme une checklist sur lequel on s'appuie et la courbe épidémique. Donc là, je vous ai mis la courbe épidémique que l'on transmet, qui permet, pour le coup, lorsque vous intégrez la date du premier cas, le type d'épidémie, et puis le nombre de cas par jour, cette courbe va se remplir automatiquement et vous donner une vision globale de la situation. À savoir que ça vous permet aussi de calculer en fonction du nombre de résidents dans la structure et du nombre de professionnels, et ça va nous renseigner aussi sur le taux d'attaque chez les résidents, sachant que sur une des slides du départ, par rapport au nombre de résidents, on a le taux d'attaque qui nous permet de savoir si on est plutôt sur une GEA une toxi-infection alimentaire collective. Je voulais juste rappeler aussi que sur ce remplissage de la courbe, souvent il y a encore des erreurs parce qu'en fait, les cas sont cumulés. Il faut savoir qu'on renseigne c'est le nombre de nouveaux cas par jour. Et pareil pour les professionnels, ils sont différenciés d'une autre couleur. Voilà, donc il y a les cas résidents qui vont s'intégrer d'une couleur bleue et les cas des professionnels qui vont s'intégrer, elles, en orange, qui vont monter. Donc si le jour 1, vous avez deux cas, vous allez remplir deux cas résidents et puis pas de personnel. Le lendemain, si vous avez trois nouveaux cas, il faudra marquer trois nouveaux résidents, et on ne cumule pas, on rajoute pas les cas de la veille, voilà, parce on voit parfois des courbes un peu particulières, donc qui nous donne pas en fait finalement une vision globale de la situation dans la structure. Je vous ai mis une type de courbe en fait qu'on peut retrouver. Celle de gauche où on est plutôt sur un cas de gastro-entérite, et celle de droite en fait où on est plutôt sur une courbe plutôt de cas d'origine alimentaire, donc une toxi-infection alimentaire collective. Comme vous pouvez le constater, en fait, il y a un pic qui monte très très haut et qui redescend très rapidement. Après, les cas qu'il peut y avoir de façon secondaire, ça peut être une transmission voilà, interhumaine, ou alors c'est parce que les aliments ont été remis. Voilà. Mais en général, on a les courbes se différencient de par l'ampleur du phénomène. Pour la clôture du signalement, je vous ai remis le nombre de jours. C'est en fait, on peut clôturer l'épisode 14 jours après le dernier cas, pour les cas d'infection respiratoire aiguë. Et donc, en fait, il faut remplir à nouveau le volet 2. Donc, il faut se remettre sur la page du portail du signalement et d'aller chercher le volet 2 en intégrant les données qu'il y avait dans le volet 1, parce que ce sont des champs qui peuvent être bloquants. Voilà. Et puis ne pas oublier non plus de nous mettre la courbe épidémique finale, donc soit en envoi mail, soit directement dans la fiche de clôture du volet 2. Pour les cas de GEA, la fin de l'épisode, c'est 10 jours sans nouveau cas aussi dans la structure. Et donc, au bout de 10 jours, c'est exactement le même principe. En fait, le volet 2 peut être clôturé de la même façon avec la courbe épidémique.
Donc le volet 2, s'il ne nous est pas adressé en même temps, il sera voilà, mis dans notre système informatique. Voilà. Voilà pour... Je vous propose qu'on réponde aux questions qui ont été posées dans le chat. Valérie, du coup, dans le cas des GEA, donc il y a une question, il ne faut pas inclure les professionnels. Alors, les 4 GEA, en fait, où on va mentionner le nombre de cadres personnels, mais ils ne seront pas comptabilisés. En fait, c'est pas comptabilisé. Et ça nous permet, enfin, ça permet d'avoir une vision justement de ce qui peut s'être passé dans la structure. Parce que ça peut très bien, par exemple, le 4 GEA, ça peut très bien être un personnel qui est venu travailler malade. Et en fait, le premier cas, ça va être, voilà, ça va être le professionnel. Donc, en fait, ça donne quand même une indication. Et par rapport au PCR réalisé dans le cadre d'une suspicion d'infection respiratoire aiguë, est-ce que ce sont des PCR multiplex qu'il faut réaliser, typiquement VRS, Covid, grippe, ou on peut faire trois tests différents? Non, ça peut être des multiplex. Souvent, c'est fait. D'ailleurs, souvent, c'est des multiplex qui sont faits. Et par rapport aux coprocultures, donc il y a une précision qui a été apportée par docteur Blanchard. Du coup, il y a plusieurs CNR différents en fonction des micro-organismes qui sont recherchés, c'est ça? Oui. En fait, pour les norovirus, ça sera envoyé au Centre national de référence des virus entériques, en fait, pour la recherche des virus. Et après, ça dépend évidemment ce qu'on peut retrouver comme germe. En fait, il y a les indications de la coproculture standard qui en général est fait d'emblée. Et en parallèle, il y a des coprocultures qui peuvent partir aussi, ou ça peut être les mêmes coprocultures hein, qui peuvent partir au Centre national de référence. Souvent d'ailleurs, en fait, on a peu de retours sur la bactério, hein. C'est vrai que on a peu de coprocultures voilà, qui reviennent positifs, par exemple avec de la salmonelle, ou c'est quand même plutôt tendance norovirus. Oui, juste la précision, finalement, c'était un problème de sémantique. La coproculture, c'est une recherche spécifique de certains micro-organismes, Oui, tout à fait. alors que la transmission des sels qui peut partir du même échantillon que la coproculture, hein, le laboratoire d'analyse médicale, peut parfaitement adresser un échantillon de sel à partir d'une coproculture pour l'adresser effectivement au CNR ou l'adresser à une plateforme spécialisée pour les PCR multiplex qui ont été cités. Et c'est vraiment important de rappeler que la coproculture, c'est que certains micro-organismes, et c'est Oui, très tout à fait. rarement retrouvé Mm, dans les GEA en EHPAD, en structure mm, médico-sociale, mais il faut quand même le faire parce qu'on pourrait avoir, avec une restauration collective, finalement, une transmission de mm, salmonelle ou tout à par une fait. mauvaise hygiène Mm, des mains, par exemple, en cuisine, en restauration locale. Et puis effectivement, comme tu l'as signalé, hein, Valérie, au début, on peut avoir des TIAC avec des toxi-infections. Et là, les toxi-infections ne se retrouvent pas du tout au niveau des selles. La mm, toxine rend malade et c'est le plateau témoin qui a été conservé qui pourra identifier la source de la toxi-infection. Ce qui, par exemple, on parle de toxi-infection à Clostridium perfringens. Donc, il faut bien comprendre les différences de diagnostic. On est là, nous, au niveau du CPS, pour vous accompagner par rapport à ça. Parce qu'effectivement, juste- ça pose, comme ça a été mis dans le chat, d'énormes problèmes d'organisation. Hein, il y avait une collègue qui indiquait effectivement, si le laboratoire n'est présent que 2 fois par semaine, eh bien, il faut savoir s'organiser en amont, connaître le laboratoire, savoir dans quelles conditions on peut garder des selles à l'origine selon les conditions de conservation, et peut-être avoir à disposition des prods pour anticiper et réaliser les tests nécessaires. Il s'agit de GA d'ailleurs ou de bien sûr.
Et du coup, pour un EHPAD, en dehors de la coproculture, c'est une question, quel pathogène il faudrait rechercher pour un EHPAD? Quels sont les germes les plus fréquents? En général, on demande que ça soit envoyé en fait, pour une recherche de norovirus, en fait, hein, et après, le laboratoire, il sait norovirus, adénovirus, voilà. En fait, c'est principalement des virus euh, hivernales, je dirais. Donc, c'est plutôt vers cela, en fait, qu'on va tendre. Pour autant, enfin, on n'a pas toujours de retour, même s'il y a eu des copros qui ont été faites, il faut que ça soit fait au bon moment, en fait, aussi. Et c'est souvent dans les cadres des toxi-infections alimentaires collectives qu'on va retrouver, mais plutôt dans les plats, comme Hervé disait, en fait, on va retrouver plutôt ces types de norovirus, mais dans les plats et pas spécialement dans les coprocultures qui auraient été envoyées au niveau du CNR des virus entériques. En fait, comme il y a une feuille que l'on remplit, donc que je vous ai mis une slide avec le document, ça c'est à remplir. Alors ça peut être rempli soit par le laboratoire, soit par l'EHPAD en fait, hein, et que c'est une recherche dans le cadre de cas groupés de GEA. Donc après, ils savent en fait en fonction de la périodicité, en fonction du nombre, que voilà ce qu'ils doivent rechercher comme type de virus. Sinon, Valérie, pour revenir sur les IRA, est-ce qu'il faut faire des TROD ou des PCR ou ça n'a pas d'importance? Je dirais s'il y a les TROD, voilà, parce que du coup, ça peut être fait rapidement. Après, les PCR aussi, mais en fait, c'est toujours pareil. Les PCR, il faut qu'elles soient faites au bon moment pour avoir un résultat. Mais en général, c'est fait par TROD. Et les TROD, ça va plutôt, enfin, ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, je pense qu'il est important que la structure s'organise Tout à en fait. lien avec son laboratoire pour anticiper les situations et avoir des lignes directrices claires, simples et adaptées justement à la spécificité de certains établissements qui ont un labo qui est peut-être proche géographiquement, mais pas organisé de Mm. façon claire par rapport à ces situations qui nécessitent, comme tu l'as dit, Valérie, d'aller assez vite Oui, pour orienter le diagnostic et rapidement, tout à fait. mettre en place les bonnes mesures. Mm. Et justement, par rapport à la PCR, il y a une question, c'est quels sont les micro-organismes qui sont recherchés en systématique lorsqu'on réalise une PCR dans un multiplex dans un laboratoire? C'est les trois, en fait, c'est grippe, Covid et VRS. On est obligé de faire la VRS ou on peut se contenter de Covid et grippe? Bah, en fait, c'est toujours pareil. Si les deux sont négatifs, on peut peut-être s'orienter sur le VRS. Après, il n'y a pas que ça. Mais voilà, je pense que la recherche étiologique, elle est quand même importante justement pour orienter voilà, et mettre en place les mesures rapidement, Et puis, même même si si elles les sont mises mesures, d'emblée. Comme, même pardon? si les, même si les mesures sont similaires, Oui. je pense qu'à un moment donné, il est intéressant qu'on ait les signaux qui remontent de manière à savoir Mm, à quel moment démarrent les épidémies de VRS hivernales, c'est ça. en particulier en médico-social. Il y a eu énormément d'impact l'année dernière, en particulier chez les personnes âgées, qu'elles soient en situation d'hébergement, de dépendance ou dans le handicap, avec du VRS. Et un impact aussi sur l'offre de soins en établissement de santé. Donc je pense que c'est des signaux qu'il faut pouvoir se faire savoir remonter au niveau des structures type ARS ou Santé publique France, de manière à ce qu'on puisse avoir une veille efficace. La D'ailleurs, plupart du temps, les multiplex font les trois, hein. oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait justement remonter dans le document des signalements, hein. C'est un guide hein, de Santé publique France, justement. En fait, il y a cette interconnexion qui est faite avec justement SPF, notamment pour les cas d'infection respiratoire aiguë, contrairement au suivi des GEA.
Donc pour eux, c'est quand même très important. Et est-ce que si le TROD est négatif, est-ce qu'il faut faire une PCR dans ce cadre-là? Je dirais que ça peut. Après, le TROD, ça va être en fonction de comment il a été peut-être réalisé. Donc oui, en fait, faut pas, je pense, s'empêcher de faire et puis sur plusieurs patients en fait, hein, ne pas s'arrêter qu'à un seul patient. Donc oui, si un ne fonctionne pas, mais en général, les TROD avec le multiplex, ça nous donne déjà quand même une orientation. On revient sur les GEA. Du coup, la question qui se pose, à quel moment je fais une recherche étiologique? Est-ce que c'est dès le premier cas de diarrhée aiguë ou on attend d'avoir le critère des cas groupés? Bah, je dirais que après, c'est en fonction euh, des profils de patients, mais je dirais un cas de diarrhée, de toute façon, nécessite peut-être quand même une recherche étiologique pour le premier patient. Donc, d'autant plus que les cas, en général, quand ils arrivent, ça va être, alors pour une GEA, c'est vrai que ça monte tranquillement, mais voilà. Donc en fait, c'est dès le premier cas, il faut quand même qu'il y ait, mais je dirais qu'on est plutôt sur une recherche là de virus entérique. Et moins Du coup, peut-être sur une coproculture. Mais voilà, encore une fois de plus, euh, je pense qu'il est nécessaire systématiquement de faire une recherche, enfin en tout cas une coproculture à un résident qui présente une diarrhée, hein, en reprenant les termes de la définition, hein, bien évidemment. Valérie, pour être le plus exhaustif possible, dès le premier cas, on a une diarrhée qui survient chez un résident. On peut faire à la fois une coproculture et une recherche spécifique de norovirus ou Clostridium difficile, par exemple. Alors, pas sûr. En fait, ce qu'on envoie au CNR, en fait, il faut qu'il y ait au moins trois coprocultures. Il faut que ça fonctionne au moins sur trois coprocultures. Donc, c'est ça aussi la difficulté, c'est que les patients ont un épisode de diarrhée et après, il n'y en a plus. Donc, c'est là où, en fait, ça peut être compliqué. Mais il faut, oui, dès le premier cas, essayer d'identifier, voilà. Encore une fois de plus, un laboratoire, une fois que la copro est faite, hein, il peut envoyer le prélèvement au CNR aussi, hein, donc ça peut donner une indication. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux le couper par trois pour avoir des chances de trouver quand même du virus dans les selles. Merci Valérie pour les précisions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, hein. S'il y a d'autres questions que vous n'avez pas encore osé poser, n'hésitez pas. Je, 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 je vais juste rajouter qu'en fait, l'envoi au CNR, c'est quelque chose qui est gratuit, hein. Donc, Si je puis me permettre, Franck, Oui, je pense qu'il est important de rappeler que pour conduire une investigation autour d'une diarrhée, il y a déjà l'évaluation clinique en lien avec le médecin traitant, le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, parce qu'effectivement, des situations aiguës peuvent se présenter sans que ça soit une GEA ou une... Pareil pour les IRA. Donc, je veux dire, au départ, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre X cas pour s'occuper du cas présent en premier lieu, surtout s'il y a une aggravation, et surveiller effectivement, recapter pour avoir la surveillance d'autres cas qui pourraient survenir dans des unités qui ne sont pas forcément les plus proches les unes des autres, parce qu'il y a tous les lieux communs de croisement. Donc c'est vraiment avoir un œil attentif. Et c'est exactement la même chose, on n'est pas dans le cas de la légionnaire, et c'est exactement la même chose pour les légionelloses, hein. C'est vraiment être en état de veille, et c'est tout l'intérêt du dispositif.
Juste pour rappeler que, en fait, ce qui va être le plus, pour nous, le plus important, c'est que quand on a, parfois, on a des courbes qui sont très particulières, hein, qui n'orientent pas non plus vers une GEA, mais qui n'orientent pas non plus vers une TIAC, où c'est très, très compliqué euh, cette lecture au niveau de la courbe épidémique. Donc c'est vrai que pour les GEA, quand vous nous envoyez, vous êtes persuadé que c'est une gastro-entérite aiguë, il faut vraiment que cette courbe, elle soit remplie, je dirais, de façon très, très attentive parce que derrière, les moyens à mettre en place ne sont pas les mêmes. De faire intervenir la DDPP n'est pas la même chose que, bon, bah, on va gérer, on va surveiller l'ensemble des cas. Voilà, donc je pense que c'est important et que vous ayez aussi en tête que devant des cas de gastro-entérite, de conserver les plats, ce qu'on vous demandera de toute façon systématiquement, tant que on n'a pas levé la suspicion d'une toxi-infection alimentaire collective. Voilà, je pense que ça c'est important à rappeler aussi, parce qu'il nous arrive parfois que bah, les plats témoins ou quand la situation nous est transmise, on est hors période de délai de conservation des plats et du coup, on n'a pas moyen de vérifier les aliments qui auraient pu être mis en cause. C'est pareil, je pense que l'impact qu'il y a avec les courbes épidémiques, c'est aussi un peu en fonction du germe, enfin en tout cas du micro-organisme qui peut impacter à ce moment-là. Euh, Voilà, donc ça aussi, c'est à voir un peu à l'esprit également. Non, mais clairement, merci pour ce plaidoyer pour la courbe épidémique. On le répète régulièrement dans les structures sanitaires, et c'est aussi important, effectivement, dans les structures médico-sociales. L'analyse et le suivi de la courbe épidémique est, en épidémiologie, extrêmement important, tout de la même façon que le taux d'attaque, qui renseigne effectivement sur le phénomène et l'analyse, qui permet parfois d'ailleurs même de déterminer sur des nouvelles maladies la période d'incubation en regardant les différents pics qui surviennent et en analysant les transmissions interhumaines ou liées à un dispositif. Donc c'est quelque chose qui paraît bête comme ça, mais les outils en plus vous sont délivrés et sont très faciles d'emploi, me semble-t-il, et ça permet effectivement d'avoir une veille attentive par rapport, que ce soit aux EPIAS ou à l'ARS. Alors, il y a une question. Apparemment, il y aurait des frais d'envoi pour les EHPAD quand on envoie au laboratoire. Et apparemment, c'est gratuit. Donc, en fait, il demande des Non, précisions. je peux préciser, l'envoi au CNR est payant pour le laboratoire qui envoie la selle, ou pour l'EHPAD, hein, c'est la poste, c'est les frais postaux. En revanche, tout ce qui va être mis en œuvre au niveau technique et jusqu'au rendu du résultat est effectivement pris en charge par le CNR. Alors, quand on passe par un laboratoire, en fait, souvent quand on fait la demande, le laboratoire prend à sa charge les frais d'envoi Absolument. parce Et qu'on est dans une démarche de santé publique et que, voilà, le laboratoire euh, je pense qu'il n'est pas accepte. légitime d'envoyer directement de l'EHPAD au CNR des échantillons. Il faut passer par son laboratoire de proximité, ne Je serait-ce que pense, pour le enfin, suivi. oui, tout à fait. Je pense que, enfin, là pour le coup, avoir fait les deux méthodes, c'est quand même mieux précis avec un laboratoire qui a l'habitude de travailler avec les CNR en plus, d'autant plus, que d'envoyer directement de l'EHPAD. Mais c'est toujours pareil. C'est comme tu disais, Hervé, c'est un peu en fonction de l'organisation. De la structure et des conventions peut-être qu'il y a avec les laboratoires. Enfin, ça Chaque, fait pas. En tant que biologiste, je peux quand même rappeler, et cela fait, comme tu l'as rappelé, effectivement partie de leur mission de santé publique, oui, oui, tout à fait. même si parfois il y a des discussions, on va dire, syndicales sur les coûts et la nomenclature. Donc, mon conseil, en tout cas, en tant que biologiste au CPIAS, c'est passer par votre laboratoire, anticiper, prenez contact avec eux, dialoguer pour établir justement les lignes directrices
et la conduite à tenir pratico-pratique pour vous organiser avec votre laboratoire. Même si on sait que parfois c'est très compliqué. Alors justement, quel levier a un établissement lorsque son laboratoire refuse d'envoyer les prélèvements? Et bon, on change de laboratoire. Excusez-moi, je suis très direct. Il y a peut-être aussi parfois la solution de nous solliciter vraiment quand vous êtes arrivé au bout du bout, voilà, de solliciter l'ARS pour qu'on puisse échanger avec le laboratoire. Voilà. Mais il faut Bien vraiment sûr. avoir essayé, discuté, enfin voilà. Euh, Rare quand même, même si au départ les laboratoires, certains laboratoires étaient très réticents, in fine, ils finissent quand même par le faire parce qu'en effet, en parlant de démarches de santé publique, voilà, ils ont aussi ce travail à faire. Donc, que ce soit les laboratoires publics comme privés, c'est souvent les privés en fait pour lesquels on est un peu plus confronté à ces difficultés. Mais Non, après, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de critères qui justifient l'envoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas envoyer au CNR une selle isolée. Il faut vraiment avoir des arguments pour des cas groupés de manière à le c'est ça. justifier, mais tu l'avais déjà précisé précédemment. Je ne vois plus d'autres questions. Donc j'espère que ce webinaire vous a permis d'avoir plus de précision et que c'est plus clair pour vous le signalement des cas groupés en ESMS. Non, Franck, excuse-moi, il y a il y a- oui, il y a dernière une remarque. question. Non, les trois trois prélèvements de sel pour argumenter sur des cas groupés, c'est trois prélèvements de sel de résidents ou de patients ou de personnes accompagnées différentes. Différent. Mm. On ne va pas répéter trois fois un prélèvement de sel à la même personne pour statuer sur la transmission croisée, des cas de transmission interhumaine pour justifier l'envoi au CNR. D'ailleurs, on est plutôt entre 3 et 5 en fait, hein, Oui, coproculture, hein. C'est tout à entre fait. 3 et 5 coprocultures. Il n'y a pas d'autres questions. Si c'est bon pour vous, merci infiniment Valérie d'avoir accepté cette invitation. Je pense que c'était très utile pour préparer la saison hivernale. Donc Ça arrive à grands pas. oui, et ça commence déjà en plus d'ailleurs. Oui. Et du coup, nous allons mettre ce diaporama en ligne dans la semaine. C'est notre webmaster qui va le mettre. Et Valérie, tu me diras si oui ou non tu acceptes que nous mettions le replay à disposition. En sachant qu'il y a eu pas mal d'apports en plus qui sont pas dans le diapo, je pense que ça mériterait, mais je te force pas. On en reparle. Ok, j'attends ton feu vert. Merci à tous. Bonne fin Merci. Merci Franck, d'après-midi. merci Valérie. À Bon bientôt. après-midi. Bon Merci. Au après-midi. revoir. Au revoir.